Vous avez vu la pub Alfa Romeo? Ouais, je l'ai regardé, ouais. Maybe your last chance to drive. Si une marque comme Alfa Romeo fait une pub un petit peu comme ça, c'est peut-être qu'on a effectivement atteint the peak of expectation. T'avais un truc similaire, c'était deux gus d'Écosse qui étaient dans un élévateur où tu commandais par la voix, et à cause de leur accent, ils étaient incapables de faire bouger l'élévateur. Et c'est à hurler de rire. Ça me fait penser à quand j'ai acheté ma première Jeep aux États-Unis, le mec était hyper fier de me dire qu'il m'avait installé le français dans ma Jeep pour la commande vocale. Sauf que le français aux États-Unis n'existe pas, c'est le québécois. Et donc pour utiliser l'annuaire, mon téléphone, il fallait que je fasse bottin, parce que annuaire, il comprenait pas quand je disais annuaire, quoi, en fait. Donc c'était drôle. Bottin. Non. Allez, j'y vais. Je fais mon lancement. 3, 2, 1. Bottin. J'ai rien compris. L'autre jour, je suis tombé sur cette stat. Plus d'un Français sur 4 envisage de créer son entreprise en 2025. C'est presque 15 millions de personnes et la rentrée, c'est souvent le meilleur moment pour se lancer. Créer sa boîte, c'est excitant, mais entre les papiers, les statuts, le compte pro, les notes de frais, ça peut vite tourner au casse-tête. Et c'est pour ça qu'on a choisi Conto comme partenaire de Silicon Carnet cette saison. Statut, dépôt de capital, publication de l'annonce légale, immatriculation de votre société, Conto est là pour vous accompagner à chaque étape. Et une fois votre entreprise créée, vous profitez du compte pro le plus recommandé en France et d'un outil de facturation intégré. Bref, tout ce qu'il faut pour lancer et développer votre business, l'esprit serein. Vous avez même droit à 30 minutes gratuites avec un expert pour répondre à toutes vos questions. Alors à la rentrée, ne perdez pas votre temps dans l'administratif. Choisissez Conto, ça s'écrit Q-O-N-T-O pour vous lancer. Allez, retour à votre épisode. Hola hola amigos, bienvenue dans Silicon Carnet, le plus grand talk show tech en direct de San Francisco. Cette semaine à mes côtés, Fabrice Epelboin, le Dark Vador de la French Tech. Il est enseignant, podcasteur et c'est un poil à gratter sur les plateaux de télé en France. D'ailleurs Fabrice, tu sais qu'on m'a dit que j'avais bien fait de te mettre parmi les chroniqueurs permanents de Silicon Carnet parce que certains ont dit dans les commentaires que t'as raison parce que je pense qu'on va plus le voir sur les plateaux de télé. Qu'est-ce que t'as fait encore? Ça fait des années... Je ne sais pas combien de plateaux télé j'ai fait où la conclusion c'était ils réinviteront jamais et en fait si ils me réinvitent. Il était toujours invité. Toujours. Voilà. Pour l'instant, hein, ça peut changer parce que là c'est en train de se crisper sur toutes les libertés numériques en France. Qu'est-ce qui te reproche en fait qu'est-ce qui ils me reprochent d'être un extrémiste, de prôner des idées comme la liberté d'expression ou mais tu es fou. Contre. Oui. Ah bah, de nos jours, c'est d'extrême droite. Hein. C'est un truc de Trumpiste. Donc, du coup, je suis soupçonné d'avoir des connivences avec Trump. Bah, c'est mieux qu'avec Poutine, j'ai envie de dire, mais, et du coup, je me retrouve un peu cornerisé sur le territoire français où, effectivement, il faut bien reconnaître que défendre la liberté d'expression en France, aujourd'hui, c'est vraiment un truc de droite, quoi. Oui, c'est donc, je suis invité par des médias de droite. Il est là! Le réchauffement climatique. Bon, écoute, Silicon Carnet n'est pas un podcast de droite, mais tu es quand même le bienvenu. Merci de m'accueillir en exil. On t'accueille. Si tu as besoin de dire des choses, tu es toujours le bienvenu chez nous. Jeff Clavier, c'est le General Partner de Encore Capital. Il est à San Francisco depuis déjà de nombreuses années. C'est un Américain. C'est un des premiers fonds de seed dans la Silicon Valley. Je sais pas, les gens l'ont certainement oublié ça, mais c'est vrai, c'est pratiquement toi qui as inventé le seed, l'investissement en seed, Jeff. C'était quand? C'était en 2004 et en 2007, j'ai levé notre deuxième fonds qui était un des premiers fonds de seed institutionnels au monde. Ouais, et t'as investi dans des boîtes légendaires comme Fitbit, SendGrid, Eventbrite, Postmates qui a été revendu à Uber, Poshmark aussi. Et puis aujourd'hui, tu investis. C'est quoi tes investissements? Tu continues? Tu fais toujours de l'investissement, toujours en seed ou toujours en seed? On investit. On en est à 287 investissements en 21 ans. Ouais. On continue. C'est essentiellement de l'AI ces jours-ci. Ouais. Donc du SaaS, du B2B, de l'entreprise, AI first évidemment. Et puis moi, en fait, je ne fais que ce qu'on appelle du deep tech. Donc c'est des trucs un peu fous.
Ouais. Et c'est super intéressant. Et effectivement, on va en parler dans l'épisode, mais c'est un peu la folie en ce moment. Ouais, c'est un peu la folie, à tel point qu'on se pose la question de savoir si on n'est pas dans une bulle. Et d'ailleurs, j'ai demandé à Julien Pilleux, économiste, chercheur et enseignant, ça calme, hein, à l'INSEC. Et d'ailleurs, je t'ai demandé de venir parce que l'IA et la productivité dont on va parler, pour savoir si on est dans une bulle ou pas, il faut se poser la question de la productivité de cette intelligence artificielle et de sa compétitivité chez les entreprises. Bah, c'est un de tes sujets de recherche apparemment. Effectivement, c'est un de mes sujets de recherche. Alors, je m'intéresse à l'IA de façon plus précise depuis 4-5 ans maintenant. Mais mon sujet de recherche, de manière générale, c'est plutôt la façon dont les innovations bouleversent les structures économiques, évidemment, puisque je suis économiste, mais également environnementale et sociale, pour ne pas dire sociétale. Ah, bien sûr. De manière générale. Donc, on va dire le numérique en général et peut-être l'IA un peu plus en particulier depuis 4-5 ans. Dans cette émission, on va se poser la question si l'IA est en train de devenir la prochaine bulle. On va aussi parler de la psychose en ce moment qu'il y a autour de l'intelligence artificielle. Du côté des consommateurs, et puis plus largement, est-ce qu'on n'est pas face à la fin du rêve américain, un programme chargé. Pensez à vous abonner à la chaîne YouTube de Silicon Carnet, c'est la rentrée, plein d'émissions, on est passé à 2 émissions par semaine. Pensez à nous mettre 5 étoiles si vous nous écoutez en podcast. Et puis rejoignez l'Hacienda, c'est la communauté des fans de Silicon Carnet, ils sont plus de 500 et ils communiquent, ils échangent tous les jours sur WhatsApp et sur Discord. Allez, l'émission commence. Go yourself. Donc on se pose la question cette semaine si l'IA est en train de devenir la prochaine bulle. C'est vrai que depuis que je suis rentré à San Francisco, je n'entends que ça. La presse visiblement s'est mis d'accord sur une charge conjointe à la rentrée. La Silicon Valley subit un choc psychologique. D'un côté, on a une IA qui nous promet monts et merveilles, richesse, compétitivité, leadership. Et de l'autre, on a une vague de peur existentielle, visiblement. Je vous montre là quelques-unes de presse qui sont sorties ces dernières semaines. On est le 25 août. Et on voit plein de fondateurs qui, du coup, pivotent, des CEO qui paniquent, des développeurs qui sont invités maintenant à vibe coder en se demandant s'ils sont pas en train de creuser leur propre tombe. Et tout le monde s'excite, un peu terrifié à l'idée d'être remplacé, et les marchés sont en train de se demander si on n'est pas face à une bulle prête à exploser. Et tout ce backlash, il a commencé avec une étude récente du MIT qui déclare, rien que ça, que 95% des projets d'intelligence artificielle dans les grandes entreprises sont des fiascos. Alors bon, quand on lit l'étude, c'est un peu plus compliqué que ça. On va rentrer un petit peu dans le détail de cette étude, mais Jay, j'avais envie de commencer avec toi qui est un gorille cendré, un silverback de la tech. Mais il y a cette courbe qu'on connaît bien quand on est dans la tech, qui est la courbe, je sais plus, c'était le Forrester qui avait créé ça, cette courbe de Gartner, voilà. Ouais. Et il y a toujours ce moment qu'on appelle the peak of inflated expectation. Donc question, est-ce qu'on est arrivé à ce pic, Jeff, ou est-ce que non, c'est juste pour pour vendre des titres et faire des clics? Je pense qu'il y a deux façons de regarder la situation. Un, c'est clair qu'on est dans une situation bullesque d'un point de vue argent investi, valorisation, la vitesse à laquelle les boîtes qui semblent marcher lèvent de l'argent aujourd'hui. Mais étant donné qu'on est juste au tout début de l'impact de l'IA, je veux dire, tout ce que tu as dit, en fait, c'est pas étonnant pour moi que 95% des projets en entreprise ne soient pas encore et pas encore de résultats particulièrement intéressants, parce que ça va prendre du temps à ce que les entreprises comprennent comment utiliser l'IA. Ouais. Donc, pour moi, c'était en fait ma réaction quand j'ai lu l'étude du MIT, c'est que ils ont pas encore trouvé comment appliquer l'IA à des projets qui sont concrets. On voit, nous, en interne, nos boîtes qui augmentent leur productivité en utilisant des outils en interne, et on voit comment ils augmentent la productivité de leurs clients en vendant des solutions externes. C'est juste super tôt. Donc, pour moi, il n'y a pas besoin de crier au loup. La question qui est réelle, c'est à quel valo investir dans OpenAI ou dans Anthropic n'a aucun sens.
Et comme c'est pas ce que je fais, j'ai pas vraiment de réponse là-dessus. Toi, t'investis pas sur ces boîtes-là, c'est trop tard, quoi. Moi, j'investis en seed, et c'est clair que tout ce que je fais est super compétitif, et il y a des gens qui sont prêts à payer beaucoup plus que le prix que moi je suis prêt à payer pour entrer dans les boîtes. Mais je veux dire, on parle de la différence entre 20 millions, 30 millions et 40 millions de post-money, et pas 500 milliards, quoi. Fabrice, un avis là-dessus? Toi, tu penses que on a atteint ce pic, ou est-ce que, comme Jeff, tu penses que non, on s'emballe un petit peu, on fait un peu le bilan de cette intelligence artificielle un peu trop tôt, c'est encore trop tôt pour le dire? Moi, je pense qu'on est surtout dans une course géopolitique entre deux grandes puissances qui ont misé pas tout sur l'IA, mais qui misent énormément sur l'IA. Donc, c'est pas ton problématique financière. Est-ce que la conquête de l'espace dans les années 60 était une bulle financière? Est-ce que ça peut s'abrander comme ça? Pour l'instant, et pour un bout de temps encore, on est dans une course entre deux méga-puissances. Les US et la Chine, hein, on est bien d'accord, tu mets pas l'Europe dans le lot, quoi. Ah non, vraiment pas, non. Non, on est vraiment sur une course entre les US et la Chine. On a en plus une Chine qui joue la carte de l'open source, ce qui est vachement malin d'un point de vue où est la valeur, à partir du moment où la Chine renverse un peu les règles du jeu. Donc, à mon avis, on en a pour des années et des années à voir cette course entre les deux grandes puissances jusqu'au jour où il y aura l'AGI, si elle arrive, le plus tard possible, si Dieu le veut. Et bah oui, là, effectivement, le jour où l'AGI arrivera, les cartes seront totalement redéfinies. Mais pour l'instant, on va plutôt assister à une surenchère d'investissement. Et puis, il y a une autre ça va continuer à monter. Dimension, c'est que l'essentiel de ce pognon, il va chez Nvidia, la construction de data centers et d'énergie. Tout ça, c'est des infrastructures qui vont rester, même si la bulle éclate, même si les infras elles vont rester, et il y aura des usages pour ces infras. Ok. Julien, je te pose la question aussi à toi, bien évidemment. Ton avis là-dessus? Toi, tu es beaucoup plus critique, hein. Toi, tu expliques que la productivité, elle est effectivement pas là, mais est-ce que c'est véritablement un problème? Alors, oui, c'est évidemment un problème lorsque vous vendez en tant que promoteur d'une technologie des gains de productivité qui ne se réalisent pas concrètement dans les boîtes, qui derrière, évidemment, demandent des comptes. Et c'est tout à fait légitime pour elles de le faire. Donc, la question de savoir s'il y a une bulle, actuellement autour de l'IA et notamment de l'IAG, parce que c'est surtout celle-ci qui fait parler, parce qu'il y a tout un tas d'autres IA beaucoup plus applicatives, beaucoup plus décisionnelles, qui se développent un petit peu à l'ombre des IAG et qui donnent des résultats qui sont beaucoup plus intéressants, y compris en matière de productivité. Attends, l'IAG, c'est quoi? Tu parles de Generative AI, quoi. Exactement. Tu dis IAG. IAG, c'est pour moi, c'est IA générative. On pourrait confondre avec AGI, qui là, les GI, elle est pas là. Absolument. Hein, d'ailleurs, on parle maintenant de super intelligence. Il paraît qu'il faut plus du tout parler de AGI. Ce terme, il est tout le monde a renoncé à AGI, visiblement. Maintenant, on parle de super intelligence. C'est un mec super intelligent. Pour ce qui est de la question de la bulle, oui, est-ce qu'il y a une bulle actuellement qui est en train de se former autour de l'IA et notamment de l'IA générative? La réponse est clairement oui. Mais cette bulle, est-ce qu'elle va éclater? À mon sens, il y a quand même des facteurs limitatifs qui devraient quand même contenir l'éclatement de la bulle, qui fait que cette bulle pourrait déflater, mais pas forcément éclater. Alors, parmi les facteurs limitatifs les plus visibles... On va y revenir. En rentrant pas dans le truc, parce que j'ai toute une partie, justement, où tu vas nous expliquer ça. Je trouve ça très intéressant, effectivement, que cette bulle, même si elle éclate, c'est pas très très grave. Et absolument. Tu as une théorie là-dessus. On va en parler. Jeff en parlait tout à l'heure. Les valorisations sont quand même hallucinantes, parce que pour avoir été dans la tech depuis maintenant plus de 25 ans, on n'a jamais vu des valorisations comme ça. Il y a même, là, je regardais qu'OpenAI est en discussion pour une tender offer. Alors Jeff, toi tu peux peut-être expliquer qu'est-ce que c'est une tender offer. Une tender offer, c'est quand tu as une boîte qui organise une vente de ses actions pour permettre à ses employés et à ses investisseurs en gros de vendre une partie de leur position au marché, et donc c'est quelque chose d'organisé. Ça veut dire que le prix est validé par des acheteurs, et a priori tu vas pas organiser une tender offer à 500 milliards si t'as pas des gens qui sont prêts à l'acheter à 500 milliards. Et donc t'as très peu de boîtes qui dépassent en tant que boîte publique qui dépasse les 100 milliards. Donc, arriver à 500 milliards, c'est déjà une des boîtes les plus valables, les plus chères du monde. Et 500 milliards, et c'est pas coté. Et 500 milliards, c'est plus que Salesforce, hein. On n'est pas, c'est pas coté.
et Ouais. c'est pas coté. Donc Et ça c'est veut pas dire coté. que c'est la boîte, ce serait la boîte privée la plus chère du monde, Ouais. sauf SpaceX. Je sais plus où on est SpaceX, mais en gros, c'est on est parmi les valorisations les plus chères que le marché ait jamais payé, sachant que si tu achètes en tant que gestionnaire de fonds, Mhm. moi ce que je fais, c'est j'investis dans les SpaceX, boîtes. je viens de chercher 400 milliards. 400 milliards. Donc, Ouais. ce sera plus cher que SpaceX. En tant que gestionnaire de fonds, mon objectif, c'est de faire un certain multiple sur tout dollar que j'investis. Et donc, ça veut dire que quand tu as des gens qui achètent à 500 milliards, ça veut dire qu'ils partent du principe que ils pourront vendre les actions à quelques trillions de dollars de valorisation. Et objectivement, Pourquoi vu pas la trajectoire d'OpenAI, c'est riche, mais c'est pas débile. Parce que quand tu vois, parce que la grosse différence entre aujourd'hui et la première bulle Internet auquel tu faisais référence, c'est les valos étaient ridicules par rapport aux revenus que les Gus faisaient à l'époque, parce qu'il n'y avait pas d'infrastructure, il n'y avait pas le déploiement du broadband, il n'y avait pas les clients, etc. Alors que tu vois la vitesse à laquelle les milliards se rajoutent chez OpenAI d'un mois à l'autre, d'un quarter à l'autre, je veux dire, ils en sont quand même à des milliards de dollars de revenus. Oui, 3,7 milliards de dollars en 2024, en tout cas déclarés par OpenAI, et certainement ils prévoient de faire 12 ou 13 milliards cette année. 12 ou 13 milliards cette année. Ouais. Et donc, quand tu vois la vitesse à laquelle ils grossissent leurs revenus, et on va parler des marges un peu plus tard, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu par le passé. Et donc, c'est pour ça que moi, je dis, bah ouais, c'est super riche et ça a pas vraiment de sens, mais c'est pas complètement débile, comme ça l'était il y a 25 ans. Absolument. Alors, donc, une tender offer chez OpenAI qui prévoit de revendre pour 6 milliards d'actions. Donc, c'est le chèque que vont encaisser les employés de OpenAI. Donc, ça va injecter. Les prix de l'immobilier vont flamber à San Francisco, ça c'est clair. À une valorisation donc de 500 milliards, mais il y en a d'autres. Databricks. Databricks, qui est une autre société de AI, je sais pas si t'es investisseur dedans, Jeff, mais ils lèvent à 100 milliards de dollars. Alors que leur valorisation était à 62 milliards il y a moins d'un an. Donc c'est pratiquement un x2 sur 12 mois. C'est des valorisations assez tarées. Et puis il y a des projets complètement un peu qui ferait penser un peu à la bulle, quoi. Je sais pas si vous avez vu cette boîte qui s'appelle 8Sleep, qui lève 100 millions de dollars pour développer un matelas avec de l'intelligence artificielle dedans. Bon, Jeff, je sais que t'as été investisseur dans Fitbit, mais bon, t'as choisi 8. Alors 8, il se trouve que 8Sleep, je le connais parce que j'ai passé sur la boîte il y a 8 ans. Donc c'est une boîte, ça fait quand même vachement longtemps qu'ils ont développé leur produit. Ouais. C'est en gros un produit qui te permet de modulariser sur un lit la température de chaque côté. Ouais. Donc si toi tu veux chaud et ta femme veut froid, bah c'est ce que 8Sleep te permet de faire, et ça augmente la qualité de ton sommeil. Donc, je sais pas comment ils ont réussi à lever 100 millions. Clairement, il y a quelqu'un qui croit qu'il y a énormément de bénéfices à faire. Bah, ils vendent leur matelas à environ 3000 balles, donc. Je dirais pas que c'est une folie de l'AI qui permet ça. En gros, il se trouve qu'ils ont levé à ce moment-là. Bon, tu vois, quand tu dis Mira Murati a levé 2 milliards pour son seed, pour sa boîte qui a pas encore développé de produit, effectivement, tu peux te poser la question. D'un autre côté, c'est quand même la nana qui a permis, qui a créé en fait la technologie d'OpenAI. C'est l'ex-CTO de OpenAI, on est d'accord. Elle est ultra bankable parce que c'est effectivement un talent absolument incroyable. Bon, peut-être pas au niveau de Ilya Sutskever, qui lui aussi a levé énormément d'argent avec sa nouvelle boîte, mais qui effectivement a fait un tour de seed. Et j'ai pensé à toi quand j'ai mis ça, parce que je me suis dit, Jeff qui a inventé le seed. Et là, on a un tour de seed de 2 milliards de dollars avec une valorisation à 12 milliards. Et effectivement, il y a toujours pas de produit. C'est un slide deck, quoi, pour le moment. Donc, c'est assez fou. Je te vois, Fabrice, un petit peu je suis comme toi. J'ai connu les sites qui se comptaient en dizaines ou en centaines de milliers d'euros. Donc forcément, ça paraît complètement. C'était quoi un seed avant, Jeff? Il y a encore 5 ans. Un seed, c'était combien? Un seed il y a 5 ans, donc en 2020, ouais, tu t'avais des seeds à 5-6 millions de dollars pour les plus grands. Et quand toi t'as commencé, c'était combien?
Mes premiers chèques, c'était 250 à 500 000 $ pour le tour, parce que mes premiers chèques, c'était 25 à 50K. Et puis la valo, c'était 1 million de prix, 2 millions de prix. Moi, je me rappelle, quand on a fait le tour de site de Fitbit en 2008 à 2 millions, c'était un site monstrueux. C'était super large, tout le monde en parlait, parce que à l'époque, on levait pas plusieurs millions dans un tour de site. Alors tu le disais Fabrice, il y a beaucoup de ces dépenses-là, elles partent en infrastructure. Les Magnificent Seven, qui sont ces 7 boîtes les plus cotées dans la Big Tech, ont investi 100 milliards de dollars en 3 mois, et essentiellement sur des data centers et sur des infra AI. Et alors là, Julien, j'ai un graphe pour toi qui est assez frappant. J'ai trouvé ce graphe, c'est les dépenses en data center aux US qui sont en passe de dépasser celles de la construction de bureaux. Alors, vous allez me dire, c'est peut-être 2 trucs qui n'ont rien à voir, quoique, hein, c'est assez intéressant. Non. Et je pense qu'il y a un corrélaire là-dessus. C'est très similaire. Vas-y, Fabrice, tu voulais réagir. C'est vraiment un business qui relève du real estate, le data center. Ouais. C'est très très proche de l'immobilier. Je suis en train de le découvrir. Hein. Ouais. Et donc on a passé les 40 milliards. Qui est très proche de l'immobilier. Ouais, à ceci près que le prix au mètre carré n'est pas du tout comparable. Ouais, exact. Non. On a passé, les 40 milliards, billions, en fait, donc 40 billions, en américain, je sais jamais comment est-ce que vous traduisez milliards en français, quoi. C'est quoi? Milliards. Milliards. Ok, d'accord. Et trillions, c'est milliards. C'est trilliards. Millions ouais, de milliards. Donc, qu'est-ce que ça t'inspire, Julien, là? Qu'est-ce qu'il faut y voir, là, dans ce chiffre? Quelque chose qui me rassure si je ne parle que des data centers. Mais en fait, pour bien comprendre le raisonnement, il faut revenir un tout petit peu en arrière. On a parlé de valorisation financière extravagante pour certaines entreprises. En fait, elles sont pas si extravagantes que ça. Elles le sont si on regarde une perspective historique très longue, où effectivement on est face à des valorisations aujourd'hui qui sont sans commune mesure avec celles qu'on pouvait connaître, il n'y a ne serait-ce que de cela une quinzaine d'années. Mais en fait, elles sont pas si extravagantes que ça quand on regarde la masse de liquidité et de surliquidité en fait en circulation sur les marchés. En fait, on récolte aujourd'hui, on est les héritiers d'une situation durant laquelle en fait post crise des subprimes, en fait, on a les plus grandes économies du monde qui ont mis en place des politiques monétaires extrêmement quantitatives de façon à pouvoir soutenir l'économie et éviter que celle-ci s'effondre. Cette création de monnaie, ces liquidités en fait se sont retrouvées entre les mains de tout un tas d'acteurs et notamment les principaux d'entre eux qui sont aujourd'hui tellement gros en fait, qui sont des price makers sur les marchés financiers. Je pense évidemment à BlackRock, je pense à Vanguard, ce genre de gestionnaires de fonds. Et quelques fonds de venture qui deviennent de plus en plus des sortes de private equity qui se transforment, qui sont plus simplement des ventures. Tu regardes combien d'argent gère un General Catalyst ou un Sequoia ou un Andreessen, c'est colossal, ça se compte en milliards. C'est exactement là où je voulais en venir, et pour que les auditeurs comprennent bien les ordres de grandeur, il faut comprendre que BlackRock à la fin de l'année 2024, je dis ça de mémoire, mais je crois qu'il avait 11 500 milliards de dollars de gestion, enfin d'actifs en gestion. À titre de comparaison, alors on compare pas forcément exactement les mêmes choses, mais c'est juste pour bien comprendre. Le PIB de la France en 2024, exprimé en dollars, c'était un peu moins de 3200 milliards. Donc il faut bien comprendre que là aujourd'hui, c'est 4 fois exactement, plus, on a des acteurs sur la sphère financière qui sont price makers, et ça c'est pas sans conséquence, parce que ça, en fait, ça a changé le paradigme de l'investissement. Avant, l'investissement c'était surtout quelque chose qui visait du ROI, du retour sur investissement à horizon d'investisseurs entre 5 et 9 ans en général. Là aujourd'hui, il y a tellement de surliquidité concentrée entre certaines mains que le paradigme pour ces acteurs-là a changé. Ils raisonnent moins en ROI qu'en perte acceptable. C'est-à-dire combien je suis prêt à prendre le risque de perdre d'argent pour être sûr que l'endroit où il y aura la prochaine révolution technologique, je ne passe pas à côté. Et pourquoi je disais que les data centers ont plutôt tendance à me rassurer lorsque je regarde les investissements qui sont réalisés sur ces derniers, parce qu'en fait les data centers c'est de l'infra. Et de l'infra, ça veut dire que derrière il y a tout un tas d'usages qui en dépendent et qui découlent de ces infras. Et ces infras, effectivement, Fabrice l'a dit tout à l'heure et très justement, et il faut vraiment marteler ça, si tant est que les détenteurs actuels de ces infras-là venaient à faire faillite du fait de l'éclatement d'une bulle, qui est assez peu probable, ces infras, elles demeurent et elles seront reprises et elles produiront autant de valeur qu'est-ce qu'elles en produisent aujourd'hui. Juste une petite parenthèse, dans les infras, il y a aussi des centrales électriques, et évidemment, ça va plutôt favoriser une transition vers une énergie plus décarbonée, même si ça va augmenter considérablement
la capacité de production globale, ça aide malgré tout à la transition écologique. On voit tout ça. Pour employer des mots plus rationnels, ça aide à une transition vers la production d'énergie décarbonée, donc nucléaire ou alors du solaire, mais par intermittence. Enfin, c'est plutôt vertueux dans l'évolution des infras. Et sachant que les États-Unis sont très en retard justement sur l'énergie décarbonée. J'allais dire malheureusement l'administration Trump est anti nouvelle énergie, mais bon, étant donné les besoins de production, ils n'auront pas d'autre choix que de pousser en fait vers les énergies renouvelables. Enfin, espérons-le. Mais c'est vrai que en fait, c'est un peu ce qui s'est passé il y a 25 ans quand tous les télécoms se sont cassés la gueule parce qu'ils avaient construit trop de capacités. C'est dark fiber, comme on disait à l'époque. Ils ont fini en banqueroute, mais ils ont été rachetés et in fine, toute cette fiber, elle est utilisée aujourd'hui. Donc, les gens qui prennent les risques aujourd'hui, ce sont les investisseurs qui vont, en gros, mettre de l'argent derrière tous ces projets où ils risquent de se retrouver, en gros, en banqueroute si jamais la demande ne suit pas. Et c'est leur risque. Et c'est ça, en fait. Aujourd'hui, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la bulle Internet, c'était les petits porteurs qui se sont pris dans la tronche parce que ils avaient investi dans ces boîtes qui n'avaient aucun sens. Alors qu'aujourd'hui, c'est du privé, c'est des gens qui ont beaucoup d'argent, c'est des fonds. Bon, ça va faire mal, mais le petit porteur, c'est pas lui qui va être responsable de ça, quoi. Ouais. Et il y a une autre différence, je pense aussi avec la bulle de 2000. C'est que, tu le rappelles très bien, en 2000, on a construit énormément d'infrastructures avec cette fibre, un peu en amont des usages. Alors que là, les usages, ils sont bel et bien là, quoi. C'est-à-dire que il y a une vraie demande. Les data centers, on les fabrique. Il y a pas assez de compute. Il y a pas assez de compute. Le private equity, c'est l'une des classes d'actifs les plus performantes au monde. Sauf que j'ai toujours cru qu'elle était réservée aux ultra riches et aux institutionnels avec des tickets d'entrée de plusieurs millions. Et puis j'ai rencontré Bradley Lafont, fondateur de Fondora, qui a décidé de rendre le private equity accessible à partir de seulement 100 €. Fondora, c'est une plateforme qui te donne accès au top 25% mondial des fonds, avec une sélection pilotée par Sanso Longchamp, société de gestion française qui gère 3 milliards d'euros, et les investissements sont sécurisés via des SPV indépendants. Déjà plus de 5000 investisseurs ont rejoint Fondora et ils ont collecté plus de 15 millions d'euros. Si toi aussi tu veux investir dans le private equity, rends-toi sur fondora.fr. Mais je le rappelle, investir comporte toujours des risques et les performances passées ne garantissent pas les performances futures. Allez, retour à ton épisode. On voit bien qu'aujourd'hui, ces boîtes, et on a parlé par exemple beaucoup de Cursor, qui est ce produit de cette boîte Hemisphere, où finalement ces produits, on se rend compte qu'ils ont des marges négatives aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils vendent moins cher que ce que ça leur coûte. C'est-à-dire que si on prend par exemple Cursor, oui, il va te vendre le truc à 200 balles, mais il a payé l'accès à l'API 500 balles. Donc aujourd'hui, c'est l'argent des VC, Jeff, qui est utilisé pour faire. Alors tu vas me dire, rien de nouveau sous le soleil, hein, c'était déjà le cas avant, quoi. C'est ça, quoi. Ouais, de toute façon, c'est toujours nous. On est là pour ça. C'est quand tu as des boîtes qui ont une croissance vertigineuse, les VC sont là pour, en gros, faire en sorte que la croissance continue et que la boîte atteigne un certain niveau où plus personne a la capacité d'être en compétition. Et tu as une règle qui s'est appliquée relativement souvent dans le passé où plus tu atteins une étape de scale, plus tu vas réussir à créer des marges là où il y en a pas quand tu n'as pas ce niveau de déploiement. La grosse question, c'est effectivement quand tu vois en fait l'échelle économique entre Cursor, OpenAI et les différentes personnes dans cette chaîne, qui est-ce qui va réussir à faire du fric? Et à ce jour, c'est pas évident. Nvidia. Parce que quand on dit que c'est un truc qui est une sorte de château de cartes qui, en fait, ce sont des startups qui sont non rentables, qui reposent sur d'autres startups non rentables. Mais, Julien, en bout de chaîne, il y a quand même une boîte ultra rentable. C'est Nvidia, quoi, on a l'impression qu'il maîtrise quand même vachement et puis qui fait partie des Magnificent Seven et qui porte, toute la partie, publique. Et oui, Nvidia, c'est d'abord de l'infra. On y revient, quoi. Nvidia, c'est,
du processeur, c'est du CPU et surtout du GPU, donc des cartes graphiques qui sont utilisées pour mettre leur puissance à destination des capacités de calcul en fait qui sont nécessaires notamment à l'entraînement des algorithmes d'intelligence artificielle. Et en fait aujourd'hui Nvidia, comme c'est le plus performant à la fois sur la conception et sur la production de ces actifs qui sont aujourd'hui assez incontournables, ben en vérité, ils sont extrêmement leaders. Et lorsque, lors du sommet pour l'action, pour l'intelligence artificielle qui a eu lieu il y a quelques mois en France, on s'est gargarisé des annonces d'investissement de 103 milliards d'euros, je crois, dans l'intelligence artificielle en France à horizon 10 ans. La question que j'ai posée de suite, c'est quelle est la part de ces investissements, si tant est qu'ils se réalisent, qui vont échoir réellement à des acteurs français. Quels sont les acteurs français qui peuvent tirer leur épingle du jeu dans cette chaîne de valeur qui est Ce que tu es en train de dire, c'est que cet argent-là, il va partir pour payer des boîtes américaines. Enfin bon, en même temps, on a quoi en termes d'offres? On a quoi en termes d'offres en France? On a personne qui fabrique des puces, en tout cas pas au niveau de Nvidia. On n'a pas d'acteur de cloud non plus capable d'héberger comme pourrait le faire un Azure ou un Google Cloud. Donc j'entends ce que tu dis, mais à part des arcs et des flèches, en ce moment en France, je vois pas ce qu'on fabrique quoi dans le domaine de l'IA. C'est pas en France que ça va se passer. La France va plutôt être un des c'est pas aux Américains. À qui veux-tu qu'on achète? Ouais. C'est pas en Europe non plus. C'est pas seulement en France. Pas en France. L'avantage qu'on peut avoir malgré tout en France pour attirer à la fois des capitaux, des talents et pourquoi pas des entreprises qui pourraient filialiser certaines de leurs activités en France, c'est la carte énergétique que l'on peut jouer, parce qu'on a une puissance dotée d'un très fort nucléaire civil, avec de l'énergie qui est très largement décarbonée, et aujourd'hui les entreprises qui cherchent justement à soit développer data center, soit utiliser data center pour développer leur propre software, en fait sont de plus en plus incitées à aller chercher des endroits où il y a une énergie abondante, plutôt bon marché et plutôt décarboné pour pouvoir soigner leur bilan extra-financier. Plutôt bon marché, faut rien d'exagérer, c'est pas si bon marché que ça. Quand tu demandes aux gens combien leur facture d'électricité, ils trouvent pas ça bon marché en France. Mais c'est pas les mêmes tarifs à la limite. Donc bon, ça c'est d'accord. Mais c'est pas si bon marché que ça. Si t'as pas besoin d'un temps de réponse instantané, c'est-à-dire que ton data center soit à moins de 100 km, tu peux aller trouver de l'énergie très très bon marché à quelques milliers de kilomètres, ça se compte en millisecondes en termes de latence. Donc c'est pas, la plupart des usages sont pas très exigeants sur les latences, en tout cas pour l'instant. Et puis n'oubliez pas qu'on est à l'ère de Trump quand même, Julien. Je pense que vous oubliez un petit peu quand même Trump. Et il suffit de lire le America's AI Action Plan. Il est pas en train de dire aux boîtes, ouais, partez en Europe, installez vos data centers parce que l'électricité elle est sympa en Europe. Il est plutôt en train de dire, et c'est tout un chapitre, il y a 3 chapitres, l'innovation, l'infrastructure et le leadership mondial. Sur la partie infrastructure, il est en train de dire, non les gars. Les infrastructures, on va les fabriquer, on va les faire nous, en fait, aux États-Unis. Donc, je vois pas non plus là où est-ce que comment est-ce que l'Europe pourrait séduire des sociétés américaines, Jeff? Aujourd'hui, politiquement, c'est assez compliqué, non? Bah, c'est clair. J'allais dire que le plus de la France, c'est la qualité de ses ingénieurs et le fait que ce soit beaucoup moins cher aujourd'hui, parce que le coût d'un chercheur en IA ici, on n'a jamais vu ça. On parle de quoi aujourd'hui? Bah, c'est des millions, des dizaines de millions, c'est des centaines de millions. C'est une offre à 100 millions de dollars sur 4 ans chez Meta. Donc, et Microsoft est en train d'essayer de faire de mettre en place des packages pour être en compétition. Et donc, nous aujourd'hui, si on peut trouver des boîtes où le patron, le go-to-market est aux États-Unis, une partie de l'engineering est aux États-Unis, mais le reste de l'engineering est en Europe. C'est quelque chose qui est tout à fait intéressant. Non, mais là, ce que tu es en train de décrire, c'est qu'on est en train de devenir les Indiens. Le sweatshop, c'est ça. On est en train de devenir les Indiens des États-Unis. C'est pas comme ça qu'il faut regarder. C'est si t'as pas les entrepreneurs qui vont créer les prochaines boîtes de demain dans ton écosystème, qu'est-ce que tu préfères? Être complètement en dehors de l'écosystème ou être en gros les équipes d'engineering qui vont apprendre parce qu'ils font partie d'un OpenAI, d'un Anthropic, comment construire des boîtes qui ont une échelle mondiale et ensuite créer la prochaine génération d'entrepreneurs. Et revenir au pays plutôt que de s'exiler comme cet enfoiré de Carlos. Un fuck céleste. C'est une énergie cosmique qui va droit dans ton fion. Objectivement,
Je pense qu'ils vont découvrir Air France ou United et ils vont prendre un billet d'avion. Ouais, le problème, c'est ça, c'est que les ingénieurs, c'est facilement délocalisable. Et en plus de ça, chez les jeunes générations aujourd'hui, pas dans un monde aujourd'hui où tu es anti-immigration. C'est un véritable problème, ça, Julien. On a un vrai débat aujourd'hui. Et d'ailleurs, quand les gens disent en France que toute la Silicon Valley est debout derrière Trump, c'est pas vrai. Il y a des sujets comme celui de l'immigration où c'est pas du tout le cas, parce que justement, la Silicon Valley, comme dit Fabrice, elle a bien compris que ses talents, il y en avait en Europe et il y en avait en Chine et qu'il fallait les rapatrier sur le sol américain. Sauf que, comme dit Jeff, Trump aujourd'hui et l'administration ne le permet pas. C'est très compliqué. Moi, j'ai plein d'entrepreneurs qui m'appellent et qui me disent bon, bah moi, j'ai décidé, c'est bon, je me barre aux États-Unis. Je leur ai dit ok, je pense que c'est une sage décision, mais c'est quoi ta situation de visa? Parce que sincèrement, c'est pas très simple, hein, quoi. En fait, aujourd'hui, c'est le mec qui a un passeport américain. Une stratégie d'entreprise, elle se décide aujourd'hui pour les 15 à 20 prochaines années. Il y a des élections de mi-mandat qui arrivent déjà très prochainement aux États-Unis, et il n'est pas dit que Trump en sorte renforcé. Ce que je veux dire par là, c'est que le temps de Trump est un temps court. Et le temps des entreprises, et notamment dans la stratégie d'entreprise, c'est un temps long. Il est plus facile de se dire que d'ici 2, 3, 4, 5 ans, il sera de nouveau beaucoup plus facile que ça ne l'est aujourd'hui de pouvoir attirer les meilleurs talents du monde, moyennant finance évidemment, pour qu'ils viennent travailler aux États-Unis, plutôt que de se dire que dans 5 ans, aux États-Unis, il y aura beaucoup plus de capacité de production nucléaire qu'il n'y en a aujourd'hui, et beaucoup plus de capacité de production décarbonée qu'il n'y en a aujourd'hui. Donc, les entreprises, à mon sens, et c'est là que l'Europe a un coup à jouer, ou la France peut-être si elle veut faire un peu plus cavalier seule, a un coup à jouer, mais c'est un coup qui doit être joué dans les toutes prochaines années, c'est de dire, les gars, vos prochains investissements en data center, évidemment dans les domaines dans lesquels la latence n'est pas essentielle, faites-les plutôt chez nous que aux États-Unis, parce que sur le long terme, vous allez gagner. Sur le court terme, Papa Trump va vous taper sur les doigts, mais sur le long terme, vous allez y gagner. À mon sens, c'est notre voie de sortie. Je peux me tromper. Ok, d'accord. Ouais, sauf que la façon dont Trump le fait aujourd'hui, tu vois en gros la façon dont les différents grands capitaines d'industrie se sont pliés en fait à sa volonté. Il va taper très fort et très dur, et en gros si quelqu'un dit je vais développer des data centers en Europe, je vais investir 50 ou 100 milliards, je veux dire, il va se prendre un bourre-pif de Trump immédiatement, et il va les faire changer ils peuvent le faire de façon un peu plus maligne, comme Tim Cook a fait en fait. La plupart des annonces de Tim Cook lorsqu'il a prêté allégeance à Trump, à travers cette grande conférence de presse assez rocambolesque, dont je pense vous vous souvenez tous, la plupart des annonces qu'il a faites en mode en vrai, je me plie aux desiderata de la nouvelle politique qui émane de la Maison Blanche, c'était en fait des choses qui étaient déjà programmées dans la stratégie d'Apple depuis plusieurs années, en fait depuis 4 à 5 ans. Oui. Donc, parce que c'est du réemballage. Exactement. Il a changé le papier cadeau, il était bleu avant, maintenant il est rouge, quoi. C'est oui. Donc on peut le faire de façon un peu plus finaude. Il y a une autre psychose, c'est la psychose de l'IA. C'est un autre sujet qu'on voit fleurir en ce moment. C'est commencé par un article dans Psychology Today qui explique que les utilisateurs de l'IA sont en train de devenir tarés, quoi. En gros, ils sont dans une sorte d'état psychotique à cause de l'intelligence artificielle. Non, mais c'est vraiment, en ce moment, c'est razzia sur l'IA. Hein. L'IA, c'est la bulle. L'IA est en train de nous rendre fous. On a l'impression que tout le monde s'est mis d'accord. Alors, quand je dis un état psychotique, hein, je cite le Psychology Today. Alors, ils disent que certains utilisateurs, à force d'utiliser l'IA, sont persuadés qu'ils sont dans une sorte de mission messianique, hein, qu'ils ont découvert la vérité à travers leur conversation avec ChatGPT, et que l'IA est presque en train de devenir une sorte de Dieu, une sorte de divinité, et que même certains sont tombés amoureux de leur IA et de leur bot, au point justement à se poser la question s'il n'y a pas derrière une conscience derrière ces intelligences artificielles. Donc voilà quelques-unes des idées délirantes que aujourd'hui on lit un petit peu partout. Il y a même Mustafa Suleyman qui est un des cofondateurs de DeepMind, qui aujourd'hui est le patron de l'IA chez Microsoft, qui a fait un papier là-dessus.
qui dit que oui, il y a effectivement des hallucinations, il y a des choses, il se passe, il y a un problème. Je sais pas. Alors, est-ce que vous aussi vous constatez, est-ce que vous sentez, est-ce que votre santé mentale a diminué depuis que vous utilisez ChatGPT ou l'intelligence artificielle? Je sais pas par qui commencer. Est-ce que ça va mieux, toi, Fabrice? Écoute, je suis pas sûr que ChatGPT ait vraiment affecté ma santé. Ce que je vois, moi, c'est surtout une presse qui est comme une poule face à un couteau avec l'IA, qui sent que elle va probablement y passer à un moment ou à un autre, et donc qui démultiplie des articles de façon à en parler sans vraiment comprendre, parce que les compétences des journalistes, à quelques rares exceptions près, ne leur permettent pas du tout de comprendre ce qui est en train de se passer, et du coup qui font du papier pour nourrir un public qui lui-même, en tout cas pour la France, est très 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 angoissé par l'IA, très 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 angoissé par les data centers qui sont en passe de remplacer les méga bassines comme objet satanique. Il s'agit absolument d'interdire. Ah oui, après avoir été après les grands remplacés, maintenant c'est les grands réchauffés, quoi, en fait, à cause des data centers. C'est ça, le data center. Alors c'est vrai qu'il y a des endroits où l'implantation d'un data center est pas très maligne d'un point de vue écologique, mais c'est en train de devenir le symbole à abattre du grand capital qui va tout détruire. C'est très compliqué de construire un data center en France parce que il suffit d'un recours à un tribunal administratif pour annuler un chantier parce qu'il y a une coccinelle en état d'extinction qui a fait son nid au milieu de ton chantier. Ou moi j'ai des histoires de data centers qui se font piller parce que la situation sécuritaire en France est un peu précaire et il y a des choses à voler dans le data center. Et si tu as 50 gus qui débarquent masqués, c'est pas ton service de protection avec tes deux qui généralement se résume à 3 vigiles et 2 chiens, hein, effectivement. Bah oui, mais tu vas pas mettre une armée pour protéger un data center qui est dans la Marne. Et là, pour l'instant, il y a vraiment, j'ai entendu plusieurs histoires comme ça de data centers qui se font dépouiller, ce qui forcément pose des vrais problèmes de maintenance. Donc ça va être compliqué au niveau de la France, le passage à l'IA, et je vois plutôt la France comme un futur leader d'un courant néoludite qui va refuser ces technologies parce que ça fait peur et parce que grosso modo il faut des symboles. Le data center et l'IA me semblent être d'excellents symboles du grand capital, et il faut pas chercher bien loin pour trouver le grand capital derrière l'IA. Et on a une conjonction en France qui à mon avis est capable de prendre des proportions assez rigolotes. Des trucs comme la quadrature du net qui sont en train de basculer dans le néoludisme, c'est quand même une sacrée évolution politique en 15 ans d'existence de cette association. Julien, toi tu y vis en France. Non mais vu de l'extérieur, là je viens de passer 3 mois en Europe, je suis assez d'accord avec Fabrice, hein. Il y a quand même un problème où on a l'impression, avant quand tu prononçais le mot Musk, là tout d'un coup il y avait une réaction épidermique. Mais maintenant, j'ai l'impression que c'est quand tu prononces le mot intelligence artificielle, effectivement, ce que décrit Fabrice, moi je l'ai vécu. Hein. Il y a une sorte de refus, de rejet complet de ça. Et alors là, effectivement, cette psychose de l'IA, c'est des articles qui viennent des États-Unis. Hein, je parle pas, c'est à l'origine, va venir renforcer encore plus cette psychose, non, Julien? Ça me paraît évident, j'enlève pas une seule virgule à ce qu'a pu dire d'ailleurs Fabrice à l'instant. Il est vrai que aujourd'hui, à force de focaliser sur l'IA générative, on focalise aussi sur certains usages parfois complètement abusifs de celle-ci, qui poussent aussi à la propagation de contenus de très très mauvaise qualité. Et évidemment, les journalistes qui peuvent ignorer tout ce qu'on peut faire de formidable aussi avec l'IA par ailleurs, voient surtout le danger, et il y a quelque part un lectorat derrière qui attend qu'on lui démontre que l'IA est quelque chose d'absolument dangereux. Donc quelque part, l'offre médiatique rencontre une certaine demande qui n'attend que ça finalement de pouvoir trouver le nouvel antéchrist en fait qu'il s'agit d'identifier et d'abattre. Donc ça c'est assez intéressant. Et puis à contrario, t'as aussi des gens qui haïssent la presse parce que le niveau de confiance envers la presse en France est similaire à celui des États-Unis. Déplorable. C'est dire si c'est vraiment très très bas. Et du coup, il y a énormément de gens, notamment sur Twitter, qui s'appuient sur l'IA pour démentir ce que raconte un journaliste, et souvent de façon très efficace. Comme sur Twitter, il y a Grok qui est au milieu, ça donne des conversations complètement martiales. Donc l'IA de toute façon est en passe d'avoir un rôle social. C'est un acteur social, surtout sur Twitter avec Grok, mais d'une façon générale avec l'impact qu'a eu ChatGPT, c'est un acteur social qui est gentil pour certains, méchant pour d'autres, utilisé par tous ou presque. Typiquement dans l'enseignement supérieur, tous les élèves utilisent l'IA de façon frénétique.
Mais par contre, il y a quand même là aussi un mouvement néoludique qui est très très fort. Donc c'est à mon sens, il y a un personnage social qui va arriver en France, qui va naître en France. Je suis très confiant pour la créativité française là-dessus, qui va à travers l'IA et le data center pour ce qui est son incarnation physique, remplacer ce qui a été les méga bassines, ce qu'ont été les hauts chaudrons il y a 2 ou 3 générations, et ça va devenir vraiment un symbole. Jeff, est-ce que toi aussi tu fais cette analyse comme quoi peut-être que la presse a trouvé là son chou gras? C'est vrai que l'Internet a déjà mis à mal leur pouvoir de distribution et que maintenant l'intelligence artificielle ils voient leur dernier rempart s'effondrer avec l'intelligence artificielle. Donc dès qu'ils peuvent foutre un coup sur la tête de l'intelligence artificielle, ils le font. Je sais pas si c'est l'élément motivateur principal. De toute façon, ils ont toujours tendance à critiquer les évolutions, que ce soit de technologie, que ce soit de sociétale, etc. Donc par définition, c'est matière à ça. C'est vrai qu'en plus, il y a des réelles discussions à avoir sur comment légiférer l'IA, et en fait ici aux États-Unis on essaie d'avoir le moins de législation possible, mais il y a des réelles conversations à avoir. Mais je pense qu'effectivement tu te demandes en gros pourquoi est-ce qu'ils ont d'un seul coup amplifié toutes ces discussions, et où t'as un sentiment anti-IA. Bon, c'est clair qu'il va y avoir des impacts au niveau de certains types de jobs. Une fois que les IA sont capables de gérer ou de faire beaucoup de tâches, jobs, de type white collars, comme on appelle ici. Mais de là à refuser l'IA, c'est la plus grosse connerie que l'Europe pourrait faire. C'est pour ça que je suis confiant pour la France. Mais il y a des secteurs comme la communication où on n'embauche plus de juniors parce que tout le monde s'est mis à l'IA. Effectivement, entre un junior et une IA, un IA, elle mérite de travailler à la demande et de pas faire chier. Oui, mais je rappelle que la communication, c'est un secteur super important en France. Publicis, et c'est un secteur très important. C'est un très important. Il y a plein d'emplois de juniors c'est pas qu'ils sont supprimés, c'est qu'ils sont juste pas créés. Dans d'autres secteurs, il y a notamment dans le conseil en stratégie, il y a eu des emplois de juniors qui ont été gelés, voire même parfois détruits. Puis finalement, on se rend compte que la capacité d'analyse des IA n'est pas encore tout à fait au rendez-vous. Donc ça réembauche de nouveau. Donc il y a des effets un petit peu d'oscillation qui peuvent se faire de façon micro, tout simplement parce que des entreprises font comme ça se fait très fréquemment lorsqu'il y a une nouveauté qui émerge, du test and learn en fait. Elles prennent, elles regardent ce que ça donne, retour sur expérience, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a pas fonctionné, et finalement, d'où vient le problème lorsque le problème est survenu? Est-ce que c'est un problème d'intégration de la technologie à la complexité de l'organisation? Est-ce que c'est un problème d'interaction entre l'homme et la machine? Ou tout ça à la fois? Donc en vérité, les entreprises, pendant que les intellectuels, les enseignants-chercheurs et les journalistes ergotent pendant des heures, ou que le législateur se pose la question de savoir comment est-ce qu'on peut encadrer les usages, les entreprises, elles continuent d'avancer tout le temps. Si vous êtes toujours là, c'est que vous aimez Silicon Carnet. Et si vous aimez Silicon Carnet, vous devez absolument vous abonner à notre chaîne YouTube ou nous laisser un commentaire sur vos plateformes de podcast préférées. Ça se passe juste en dessous. Cliquez, ça ne coûte rien. Et pour nous, ça veut dire beaucoup. Et ça nous aide énormément pour monter dans les rankings, que ce soit sur YouTube ou sur les plateformes de podcast. Donc, je compte sur vous pour vous abonner à la chaîne Silicon Carnet. Et je voudrais qu'on revienne au cœur du problème, parce que le cœur du problème, il n'est pas sur les entreprises. Le cœur du problème, visiblement, il est sur les utilisateurs et le consommateur de ces intelligences artificielles. Et c'est vrai que les bots, aujourd'hui, ont des comportements face à ces utilisateurs qui sont problématiques. Par exemple, on en avait parlé dans un ancien épisode de Silicon Carnet, il y a une confirmation des croyances quand on parle avec ChatGPT notamment. En gros, ChatGPT est toujours d'accord avec toi et fait ton éloge permanente, quoi que tu dises. Et c'est tellement crédible que les gens commencent à croire qu'ils sont dans une relation avec leur IA. Ils se disent « Non, mais en fait, j'ai jamais trouvé quelqu'un qui me comprenait aussi bien. » C'est ça. Et ils regardent leurs conjoints à côté, ils regardent leurs amis et ils se disent « Non, mais en fait, ChatGPT est 10 fois plus cool que mes potes, quoi. » C'est ça ce qu'ils se disent. À tel point que OpenAI a lui-même reconnu qu'il y avait un problème et a fait quelques mises à jour. Et je sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais quand tu chattes aujourd'hui sur OpenAI,
bah tu peux voir cet écran que je vous montre. Qui te dit, vous êtes sûr que tout va bien, parce que je pense que là ça fait un petit bout de temps que tu chattes, peut-être qu'il est temps de faire un break, ou alors bon bah bien évidemment le gros bouton en phasé, hein, c'est celui de keep chatting, hein, continue, mais les gens se disent voilà, et là je montre un article hein, qui est sorti où t'as OpenAI quand même qui dit there have been instances where the 4O model fell short in recognizing signs of delusion or emotional dependency. Donc il y a même OpenAI reconnaît que effectivement on a un petit souci là, quoi. En fait, quand Fabrice parle de substitution sociale, on est en plein dedans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en tout cas aux États-Unis, tu me rassures, j'ai jamais vu cet écran. Ouais, c'est que tu consommes pas assez. Hein. Il faut que tu t'y mettes, hein, Jeff. Hein. Est-ce que certains d'entre vous sont des inconditionnels de South Park? Oui. Parce qu'il y a la nouvelle saison là, qui a dégainé les 3 premiers épisodes et on est vraiment là-dessus. On voit Randy Marsh qui est complètement dépendant de ChatGPT et qui en fait une espèce de compagnon de substitution à sa propre épouse. Pourquoi? Parce que ChatGPT est toujours d'accord avec lui et parce que évidemment ne le contredit jamais, est toujours dans la flagornerie, dans la flatterie et c'est génial quoi. Then you're probably right to be concerned. It's good you're looking out for your son's education. Thanks. It's really nice to have someone to talk to about all this. No worries. Let me know if there's any other way I can help. I'm always here. You're so awesome. Thanks. Good night, honey. Have a great sleep, and I'm sure you'll do more amazing things tomorrow. Non mais Jeff, j'ai envie de te poser une question à toi qui, comme moi, vit aux États-Unis depuis de nombreuses années. Nous, on a un problème existentiel aux États-Unis, on le sait, c'est celui de la solitude. Il y a un vrai problème social en fait aux États-Unis et je suis en train de me dire si est-ce que finalement les Américains ont pas trouvé une solution à leur propre solitude. Il y avait une stat qui montrait que les Américains en moyenne avaient moins d'un ami. C'est un truc de fou. Alors je pense qu'on n'y est pas encore en Europe, mais on va dans la même direction quand même. Hein, mais je pense qu'on a de la marge. Mais Jeff, ton avis là-dessus, est-ce que là, est-ce que ça fait pas écho à un problème qui est beaucoup plus grave et qui date pas de l'intelligence artificielle, qui date de bien avant? Bah, je suis pas du tout dans ce cas-là, donc j'ai du mal parce que bon, à la base, je suis quand même. T'as du mal à te projeter. Donc j'ai du mal à projeter ça, mais c'est une idée intéressante parce qu'en fait, quand tu réfléchis à l'impact des technologies en fait de social. Pourquoi est-ce que le social a explosé aux États-Unis? C'est des réseaux sociaux, tu parles. Des réseaux sociaux, oui. C'était en gros, et puis le social media, c'est une façon de partager et de créer au-dessus de ton cercle d'amis naturel un cercle d'amis non naturel. Et donc il y a eu beaucoup de produits, que ce soit LinkedIn, que ce soit Facebook, que ce soit la myriade de réseaux sociaux auxquels on était exposé dans les années 2005, 2006, 2007, où tu peux effectivement te poser la question, c'est pourquoi est-ce que ça a aussi bien démarré aux US? Parce qu'en fait, les gens en avaient besoin pour remplacer ce cercle qui est difficile à créer. Et c'est un leurre, hein, parce que scientifiquement, en fait, ce que ça crée, et on avait reçu Mathilde Serioli, qui est une neuroscientiste, neurologue, ici aux États-Unis, qui expliquait ça très bien. Les réseaux sociaux ou l'intelligence artificielle, ça crée de la dopamine. C'est-à-dire que c'est un shoot instantané. C'est comme un like ou une notification. C'est de la dopamine. Or, l'hormone du lien et de la stabilité, c'est pas la dopamine. L'hormone du lien, c'est la sérotonine. Et ça ne crée pas du tout ce genre de choses-là. Donc, en fait, il y a effectivement un leurre, mais je voulais vous montrer une stat assez délirante. Je suis tombé sur ces stats. Regardez ces stats, qui sont des stats sociales aujourd'hui, où on pose la question à des young adults, en fait, des jeunes adultes, sur leur personnalité. Depuis des années, regardez. La neuroticism, c'est la névrose, quoi, en fait. Donc, on voit comment, regardez, en rouge, c'est les 16-39 ans. Le fait d'être sympathique, quoi, bah, c'est en chute libre. Le fait d'être extraverti, d'aller vers les autres, chute libre également. Ouais, tu noteras il y a le Covid, hein, qui est probablement un facteur beaucoup plus explicatif que l'IA.
Exactement. Et je pense que quand on regarde dans ce graphe, c'est pour ça que je voulais le montrer, même celui-là sur la capacité, par exemple, à se projeter et à faire des next steps, bah, c'est en chute libre également. Mais la date de cette chute, c'est pas l'intelligence artificielle. La date de cette chute, c'est 2019. On le voit bien ici sur les graphes. Effectivement, tu as absolument raison, Fabrice. C'est le Covid. On a détruit les sociétés avec le Covid. C'est une catastrophe dont tout un tas de gens qui avaient aucun problème avec le vaccin ne sont pas du tout rendus compte. Moi, à commencer par moi. On a vraiment détruit le tissu social avec le Covid. En France, on avait 42% de la population qui était contre le fait de se faire vacciner. On a réussi une couverture vaccinale de l'ordre de 80%, mais ça veut dire qu'on a contraint énormément de gens contre leur gré, à force de leur balancer des trucs à la télé, de les insulter, de leur foutre des contraintes, à se faire vacciner. Et que malgré tout, il y en a 20% qui ont résisté. Ça a détruit le tissu social, ça a détruit la confiance, ça a profondément altéré le rapport aux autorités, y compris les autorités scientifiques, pas que les autorités politiques, et ça a profondément transformé la société. Et tout ce que tu montres là, je vois plus comme l'impact du Covid que l'IA ou les écrans ou les algorithmes. Alors c'est sûr que, surtout pour les jeunes, ils sont totalement plongés dans des algorithmes jour et nuit. Mais le Covid est le principal facteur explicatif. Et la façon dont on a géré ça d'un point de vue informationnel a été catastrophique. Là, les chiffres le montrent. Et je pense qu'effectivement, l'intelligence artificielle, c'est l'arbre qui cache la forêt et qu'on ne veut pas regarder en face un problème beaucoup plus grave qui, certes, est énorme ici aux États-Unis, mais qui est le même en Europe et qui va pas tarder à nous péter à la figure. Aux États-Unis, je vous montre ce graphe-là qui a beaucoup tourné sur Twitter. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Cette solitude, elle se voit au quotidien. Regardez ce graphe. On a un graphe là qui montre l'estimation du pourcentage de gens de moins de 30 ans qui sont à la fois mariés et propriétaires de leur maison. Regardez la chute de cette proportion sur les dernières années à partir de 1990. La chute, elle a commencé dans les années 60, bien évidemment, mais elle était à peu près contrôlée. À partir des années 90, aujourd'hui, vous avez aux États-Unis environ 12% des gens qui, à moins de 30 ans, sont propriétaires de leur... Alors en plus, avec ce que tu nous as dit, avec cette tender offer de OpenAI qui va augmenter encore le prix de l'immobilier, ça va aller encore, ça va chuter encore plus, en tout cas ici à San Francisco. 12% des Américains à 30 ans ne sont pas propriétaires et pas mariés. Donc ils sont seuls, ils sont complètement seuls, ils ne construisent absolument rien. Jeff, tu la connaissais ce graphe? C'est colossal, c'est alarmant, non? Non, je savais que la courbe des mariages avait diminué, que la courbe de propriété des maisons avait diminué, mais j'avais jamais fait la corrélation. Dans cette proportion, c'est colossal. Parce qu'en fait, tu vois, les gens en fait ont tendance à construire, et c'est pareil, t'as la courbe de quand est-ce que tu vas avoir ton premier gamin. Ouais. Et maintenant, c'est très courant que ce soit après 30 ou 35 ans. T'as un phénomène derrière ça qui est une divergence politique en fonction du gender. Les filles sont très à l'extrême gauche, les garçons très à l'extrême droite, absolument. pardon. Ouais, et ce, dans à peu près toutes les cultures. On trouve ça aussi bien en Corée du Sud qu'en France, qu'aux États-Unis. Et effectivement, ça a créé une très grande difficulté de rencontre. Moi, je le vois dans mes classes, une extrême difficulté de rencontre entre les jeunes, en tout cas ceux qui sont hétérosexuels, parce que on va pas coucher avec des fachos et inversement, ce qui donne des gamins qui sont extrêmement frustrés et qui baissent pas. Donc c'est pas très étonnant que à 30 ans, c'est-à-dire quelques années après que moi je les croise en cours, ils en soient là, pas nécessairement pour l'immobilier, c'est un autre problème. Mais en tout cas pour le fait de se marier et de construire une famille, oui, c'est clair que là-dessus on est en train de vivre un arrêt brutal dans la génération actuelle. Fabrice, j'ai une fille de 22 ans. Et j'ai la chance de pouvoir discuter avec elle et même de ces sujets-là. Et moi, elle me dit qu'elle utilise quand Tinder de manière, c'est son terme, hygiénique. Son terme qu'elle m'a utilisé de manière hygiénique. Pas du tout pour trouver quelqu'un, pas du tout pour machin et un, c'est de manière hygiénique, comme on commande du papier cul, quoi, en fait. C'est ça. C'est à peu près la même chose. Mais ça commençait avec moi, j'étais Adopt a Mec. Les bras me sont tombés, hein. C'est flippant. Ouais, complètement. Il y a quelque chose qui s'est arrêté dans la machine à se rencontrer. Un truc que nous on n'a pas du tout remis en question, qui était tu te rencontres et puis tu crées un projet, machin. Là, ça s'est arrêté, clairement. Et puis alors, et quand on sait que où est-ce qu'on se rencontrait dans le passé?
Le lieu, travail. Au travail. Au travail. Et c'est ça qu'on a cassé en fait. Et exactement, parce que c'est devenu tabou, et parce que c'est devenu illégal. C'est-à-dire que d'avoir une relation au travail, aujourd'hui, notamment aux États-Unis, Jeff, c'est très très compliqué. Et alors, s'il y a en plus un lien de subordination entre les deux, c'est procès, quoi, en fait. Donc, c'est pareil dans le milieu associatif. Donc, tu peux même pas t'impliquer dans la vie de ta communauté dans l'espoir de faire une rencontre. Ça marche plus. Il reste l'église. Alors en France, vu qu'on a sécularisé les sociétés, c'est compliqué aussi. C'est compliqué. Putain. Les Américains s'en sortiront mieux là-dessus. Ils sont beaucoup moins sécularisés que nous. Non, mais moi, c'est pour ça que je voulais parler de cette psychose et puis de passer derrière cette histoire aussi, de voir si vraiment on n'était pas en train de trouver un bouc émissaire sur un problème qui est beaucoup plus grave, je pense, dans notre société et qu'on règle pas. Alors en France, on est un petit peu préservé. Je rassure notre audience française. Hein, le même chiffre, c'est 23%. J'ai trouvé en France. Je vous montre le graphe. Le taux de détention du patrimoine immobilier des ménages en France en 2024. Si on prend les moins de 30 ans, c'est 23%. Donc on n'en est pas au stade des États-Unis, effectivement. Non, mais le patrimoine immobilier en plus est un faux problème parce que les boomers vont passer de vie à trépas dans les 20 prochaines années et c'est cette génération-là qui va hériter du patrimoine immobilier qui est aujourd'hui détenu essentiellement par des plus de 60 ans. Donc en vérité, c'est juste un décalage temporel. Non, c'est les parents des jeunes de 20 ans qui vont hériter et pas les jeunes de 20 ans. Je pense que on héritera malheureusement sur les projections qu'on a à des âges où il sera plus trop l'heure en fait à l'investissement, donc il sera déjà l'heure de la succession. Et en vérité, si on hérite ce qui semble se profiler en fait pour notre génération aux alentours de 55-60 ans, il y aura quand même de plus grandes chances qu'on fasse sauter l'héritage d'une génération pour en faire profiter directement de nos enfants. Pour ceux qui en ont encore, parce qu'il y a ce problème-là aussi. On va terminer cette émission. Jeff doit y aller. Il faut qu'il fasse un chèque. Il nous a dit qu'il avait un chèque à faire à 12h30 et il est 12h18. Donc, il a 12 minutes pour faire chauffer le stylo. Tu sais, on fait plus des chèques maintenant. On fait des wire transfers. Le gros boomer. Non, mais pour bien plomber l'ambiance, je suis tombé sur une autre stat aussi. Vous connaissez l'âge moyen des utilisateurs de sites porno aux États-Unis? Ça doit être 13 ans. Non, allez, 17, 18. L'âge moyen, quand même. C'est écrit, moyen, pardon. En fait, c'est l'âge auquel ils ont un téléphone portable. C'est l'âge auquel ils ont accès à un téléphone portable. C'est hallucinant. Mais c'est pas moyen, c'est pas la moyenne, 12 ans, c'est pas possible. Non, mais je sais pas. C'est des pervers. Non, t'as raison. Ouais, non, je sais pas. Hein. Moi, non. Ce chiffre est délirant. 12 ans, c'est pas possible que ce soit la moyenne. T'as raison. Mais il y a l'âge moyen ça doit être l'âge moyen du premier accès au porno, ce qui est déjà un chiffre extrêmement choquant. Mais ça peut pas être l'âge moyen des consommateurs de porno. Premier accès au porno. Donc, il faut pas s'étonner ensuite que les relations, que les gens soient seuls et qu'ils n'arrivent pas à trouver. C'est clair que si c'est la façon dont tu vois les relations, tu perçois les relations, c'est pas génial comme role model. Merci d'avoir écouté cet épisode Silicon Carnet jusqu'au bout. Rendez-vous désormais 2 fois par semaine, les mardis et les vendredis à 8h30. Fabrice Epelboin, qui ne sera plus invité sur les plateaux de télévision en France, comme il nous l'a expliqué, à son rond de serviette. Donc, il faudra venir sur Silicon Carnet pour le voir. Jeff, tu reviendras de temps en temps. Il y a eu Fabrice Grinda qui est venu. On a fait une super émission avec Fabrice, notamment. Jeff, tu es le bienvenu, toi aussi. Quand tu veux, tu viens nous parler. Ça fait 15 ans que je fais du podcast en France, donc ce sera avec grand plaisir. Écoute, tu es le bienvenu. Et Julien, c'était un plaisir de te rencontrer. Bon courage en France. Hein. Je sais pas ce que on n'en manque pas, ça va. Allez, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube. Bonne rentrée à tous. Je vous embrasse très très fort et je vous donne rendez-vous dans quelques jours. Allez, bye bye. Ciao, ciao.